Le Texas vient de basculer contre Trump. Dans un État présenté comme solidement verrouillé, une élection locale vient de produire un résultat qui contredit tout le récit dominant. Un district décrit comme pro-Trump, un district qui n'avait pas élu de démocrate depuis plus de 30 ans, vient de basculer. Et le plus troublant, ce n'est pas seulement le résultat, c'est le moment, c'est l'endroit. Et c'est qui était personnellement impliqué. Donald Trump n'était pas spectateur. Il a appelé, il a insisté, il a publié, il a dit aux électeurs de faire un plan et de voter. Pourtant, le vote est allé dans l'autre sens. Pas de peu, pas à la marge, mais clairement. Si cela peut arriver ici, dans la banlieue de Fort Worth, la question n'est plus ce qui s'est passé. La vraie question, c'est ce que cela annonce pour la suite. Et surtout, pourquoi ce signal inquiète déjà bien plus de monde qu'on ne le dit à voix haute. Veux-tu que je continue avec la partie suivante? Officiellement, il s'agit d'une élection spéciale, un siège devenu vacant, un second tour organisé parce qu'aucun candidat n'avait dépassé les 50 %. Rien, en apparence, qui devrait attirer l'attention nationale. Et pourtant, cette course a été suivie de près, y compris par Donald Trump lui-même, qui a multiplié les messages publics pour pousser son camp à voter. Les faits sont clairs. Le district sénatorial 9 couvre des zones clés des banlieues de Fort Worth dans le comté de Tarrant, des villes comme Keller, Southlake ou North Richland Hills, des zones longtemps considérées comme fiables pour les républicains. Ce n'est pas un bastion progressiste. C'est précisément pour ça que ce résultat dérange. Mais voici le détail qui change la lecture. Ce scrutin n'a pas été traité comme une simple élection locale. Le New York Times l'a présenté comme un avertissement potentiel pour les républicains, un test grandeur nature face à un possible rejet des politiques sociales conservatrices. Alors pose-toi cette question. Pourquoi autant d'attention pour un seul siège si ce n'était qu'un accident isolé? Parce que ce qui se joue ici dépasse largement ce district. Et ce qui arrive ensuite le montre très vite. Veux-tu que je continue avec la partie suivante? Les faits montrent une chose précise. Ce résultat n'est pas flou et il n'est pas contesté. Lorsque la course a été projetée, le candidat démocrate Taylor Remitt disposait d'environ 56 % des voix contre 43,7 % pour la candidate républicaine MAGA Lee Wambsgans. Ce n'est pas un écart symbolique. C'est une victoire nette dans un district décrit comme favorable à Trump de 7 à 17 points selon les élections précédentes. Autre fait central, Donald Trump s'est personnellement engagé. Il a écrit que Lee Wambsgans avait son soutien total et complet. Il a demandé aux patriotes America First de faire un plan et de voter le samedi 31 janvier. Ces messages ont été publiés dans les jours qui ont précédé le scrutin. Ce que cela suggère, c'est que l'électorat n'a pas simplement ignoré un candidat. Il a ignoré un signal envoyé d'en haut. Et maintenant, remarque ce qui manque dans cette séquence. Aucune remise en question immédiate du message, aucune explication alternative claire, aucun démenti du rejet. Juste un silence sur le fond. Et c'est précisément ce silence qui ouvre la porte à la suite de l'histoire, là où la situation commence à s'aggraver. Veux-tu que je continue avec la partie suivante? C'est ici que l'histoire commence à dépasser le simple cadre électoral. Parce que ce qui vient de se produire n'est pas présenté comme une anomalie. C'est traité comme quelque chose de presque normal. Un candidat ultra-MAGA perd, un autre gagne. On passe à autre chose. Mais c'est précisément cette banalisation qui devrait alerter. Regarde le contexte. Ce district n'a pas basculé après une vague nationale ni après un scandale majeur. Il bascule lors d'une élection spéciale à faible participation dans une zone que les républicains considéraient comme sûre. Historiquement, ce genre de territoire ne change pas de camp sans choc externe. Et pourtant, le changement a eu lieu. On a déjà vu ce schéma ailleurs. Pas comme un effondrement soudain, mais comme une série de glissements locaux, discrets, presque invisibles. Une banlieue ici, un siège là, jusqu'au moment où les chiffres nationaux commencent à refléter ce qui se passait déjà en silence. Mais voici le point de bascule. Cette fois, le message central de la campagne gagnante n'était pas radical ni idéologique. Il était banal. Coût de la vie, impôts fonciers, factures.
Et quand ce type de discours commence à gagner du terrain dans des zones censées être verrouillées, ce n'est pas un accident, c'est un signal. Et ce signal devient beaucoup plus difficile à ignorer quand on regarde ce qui s'est réellement affronté dans cette course. Parce que là, la contradiction devient impossible à rater. Veux-tu que je continue avec la partie suivante? Les faits deviennent plus inconfortables quand on compare les messages des deux campagnes. D'un côté, Taylor Remitt a construit l'essentiel de sa communication autour de sujets très concrets. Dans ses propres mots, il parlait de argent à la table du dîner, de salaire, de prix des courses, d'assurance santé et surtout d'impôts fonciers. Il expliquait que lorsque l'État sous-finance l'éducation publique, les propriétaires paient à la différence et il liait directement cette mécanique aux décisions du gouverneur et du lieutenant-gouverneur. En face, Lee Wambsgans a centré une partie de sa campagne sur un autre registre. Elle a affirmé que des millions de dollars de dark money finançaient son adversaire, évoquant plus de 7 millions de dollars liés à George Soros et appelant les électeurs républicains à se mobiliser pour garder le Texas sain et libre. Ce sont ses propres mots prononcés face caméra. Voici la contradiction que beaucoup n'avaient pas anticipée. Dans un district confronté à la hausse des taxes locales et du coût de la vie, le débat ne s'est pas joué sur l'idéologie, mais sur les factures. Et quand le vote est tombé, ce n'est pas le discours le plus bruyant qui a gagné, mais le plus terre-à-terre. À partir de là, l'élection cesse d'être un cas isolé. Elle devient un révélateur. Et ce révélateur va produire des effets bien plus rapides qu'on ne l'imagine. Veux-tu que je continue avec la partie suivante? Après le vote, tout s'enchaîne très vite. D'abord, il y a la scène du camp perdant. Lors de l'événement électoral de Lee Wambsgans, l'ambiance n'est pas celle d'une bataille serrée. Les images montrent un rassemblement sans célébration et la candidate elle-même reconnaît que le siège sera à nouveau en jeu en novembre, en rappelant que cette élection n'était qu'un scrutin spécial. Ce n'est pas un discours de victoire différée, c'est un discours de recul. En parallèle, les images du camp opposé racontent une autre histoire. Lors de la soirée de Taylor Remitt, on voit une foule célébrer, crier, applaudir. Lui-même insiste sur un point précis. On a encore beaucoup de travail à faire. Pas de triomphalisme, pas de fin de chapitre, juste une énergie projetée vers la suite. Puis vient le troisième élément. Ce district, rappelons-le, n'a basculé que parce qu'aucun candidat n'avait dépassé les 50 % lors de la première élection de novembre. Autrement dit, ce résultat est le produit d'une dynamique qui s'est construite sur plusieurs mois, pas d'un éclair soudain. Quand on empile ces éléments, la défaite nette, la mobilisation asymétrique et la continuité du mouvement, une question s'impose. Ce n'est plus « pourquoi cette élection a été perdue », c'est « que se passe-t-il si cette dynamique ne s'arrête pas ici? Veux-tu que je continue avec la partie suivante? » Maintenant, sortons un instant des graphiques et des stratégies et parlons de toi. Parce que ce qui s'est joué dans ce district n'est pas abstrait. Les messages qui ont mobilisé les électeurs parlent de situations très concrètes. Payer plus cher pour la même maison. Voir les impôts locaux augmenter pendant que les salaires stagnent. Se demander pourquoi chaque année, le coût de la vie semble avancer plus vite que tout le reste. Les faits montrent que cette campagne a touché des familles ordinaires, des propriétaires, des parents, des travailleurs qui ne se définissent pas d'abord par une étiquette politique, mais par leurs factures et leurs contraintes quotidiennes. Quand un candidat explique, face caméra, que quand l'État ne paie pas sa part, ce sont les familles qui paient, ce n'est pas un slogan abstrait. C'est une expérience vécue. Et c'est là que le basculement devient personnel. Parce que si ce type de message résonne ici, dans une banlieue longtemps considérée comme acquise, il peut résonner ailleurs. Pas parce que les électeurs changent d'idéologie, mais parce qu'ils cherchent des réponses immédiates à des pressions réelles. Si cette sensation te semble familière, dis-le dans les commentaires, parce que ce sentiment partagé est exactement ce qui commence à remodeler le terrain politique. Et ce n'est pas un hasard. C'est le produit d'un mécanisme beaucoup plus large que peu de gens prennent le temps d'expliquer. Veux-tu que je continue avec la partie suivante? À ce stade, la tentation est de transformer cette histoire en victoire morale ou en défaite idéologique. Mais ce serait rater le mécanisme réel à l'œuvre. Ce qui permet ce basculement, ce n'est pas un changement soudain de valeur, c'est un désalignement d'incitation.
Les campagnes les plus bruyantes attirent l'attention, mais les campagnes les plus concrètes capturent l'adhésion. Regarde la structure. D'un côté, un discours centré sur la menace, l'identité et la mobilisation contre un ennemi. De l'autre, un discours centré sur des coûts mesurables, des décisions budgétaires et des conséquences directes. Quand la pression économique augmente, l'électeur ne cherche pas un récit, il cherche une sortie. Le système politique actuel récompense souvent la polarisation parce qu'elle génère du spectacle. Mais ce scrutin montre une limite très claire. Le spectacle ne suffit plus quand il entre en conflit avec l'expérience quotidienne. Et ce n'est pas un rejet frontal, c'est une déconnexion silencieuse. Voilà l'insight inconfortable. Les structures de pouvoir ne tombent pas quand elles sont attaquées de front. Elles s'érodent quand elles cessent de répondre aux contraintes réelles. Et ce type d'érosion est difficile à détecter précisément parce qu'il n'est pas bruyant. C'est pour cela que cette élection inquiète bien au-delà du Texas, parce qu'elle suggère un glissement lent mais cumulatif. Et quand ce glissement atteint un certain seuil, les conséquences deviennent visibles très vite. Veux-tu que je continue avec la partie suivante? À partir de là, deux trajectoires se dessinent et aucune n'est théorique. La première est simple. Ce résultat est traité comme une anomalie, un concours de circonstances, une élection spéciale à faible participation. Dans ce scénario, rien ne change vraiment. Les mêmes messages sont recyclés, les mêmes stratégies sont reconduites et on attend novembre en pariant que la carte électorale reprendra sa forme habituelle. Mais il existe une seconde trajectoire beaucoup plus inconfortable, celle où ce vote est lu comme un signal précoce, un indicateur avancé de ce qui peut arriver dans d'autres districts comparables, des banlieues sous pression économique, des électeurs moins idéologiques qu'on ne le pense, des marges autrefois sûres qui commencent à se réduire. Les faits donnent déjà un aperçu de cette tension. Ce district était donné largement favorable aux républicains, pourtant il bascule nettement. Et ce basculement intervient alors que plusieurs autres circonscriptions texanes ont vu leur marge se resserrer lors des derniers cycles électoraux. Rien n'est encore décidé, mais le mouvement est visible. Voici ce qui rend la situation instable. Si ce type de dynamique se répète, même partiellement, la stratégie basée uniquement sur la mobilisation idéologique devient risquée. Pas parce qu'elle échoue partout, mais parce qu'elle échoue là où elle n'est pas censée échouer. Et quand les certitudes commencent à craquer à la périphérie, le centre finit toujours par trembler. La seule inconnue maintenant, c'est la vitesse à laquelle ce glissement va se produire, parce que le prochain signal est déjà en train de se former. Veux-tu que je continue avec la dernière partie? Cette élection ne raconte pas l'histoire d'un parti qui gagne et d'un autre qui perd. Elle raconte quelque chose de plus discret, mais beaucoup plus déterminant. Elle montre ce qui se passe quand un système continue à parler fort pendant que les gens, eux, commencent à écouter ailleurs. Un district ne bascule pas parce qu'il change soudainement de conviction. Il bascule quand ses priorités cessent d'être reconnues, quand le discours devient plus abstrait que les factures, quand les promesses se déconnectent de l'expérience vécue. Et quand cela arrive, le rejet n'est pas toujours bruyant. Il est mesuré. Il se voit dans les chiffres. Si tu devais retenir une seule chose, c'est celle-ci. Les signaux les plus dangereux pour un pouvoir ne viennent pas de l'opposition frontale, mais de l'indifférence silencieuse. C'est exactement ce que ce vote commence à révéler. La question maintenant n'est pas de savoir si ce scénario peut se répéter. C'est où et à quelle vitesse. Parce que si ce qui s'est produit dans ce district texan n'est que le début, alors la carte politique que tout le monde croit figée est déjà en train de bouger. Si tu veux suivre ces signaux avant qu'ils ne deviennent évidents pour tout le monde, abonne-toi. La prochaine couche de cette histoire est déjà là.